émission. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Chemin Critique, votre émission. Je suis très heureux de vous savoir chez vous très nombreux. Vous êtes en tout cas des centaines qui nous avaient écrit. Vous demandez effectivement que, en tant que presse, nous puissions nous regarder en face et que nous puissions baliser le chemin de notre propre réhabilitation comme un aspect important de notre vie nationale. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un sujet important. C'est le sujet de la régulation et de l'autorégulation. Vous savez que les médias sont gérés d'abord par une institution de la République, le CESAC, qui s'occupe de la régulation, qui regarde comment les médias se conforment à la réglementation en place. Mais un travail libéral, un travail de conscience ne peut se gérer que par l'autoconscience. Donc, nous avons aussi l'autorégulation qui est assumée par l'Union nationale de la presse du Congo. Ainsi, ce sont les deux chemins, la régulation et l'autorégulation, qui permettent aux journalistes d'évoluer dans un cadre concerté. Depuis quelques années, je ne sais pas une redondance, beaucoup de choses ont été dites sur le fonctionnement de la presse, mais la presse, c'est aussi une des activités humaines qui bénéficie ou qui subit le progrès technologique le plus rapidement possible. Ces dernières 30 années, ce qui a beaucoup évolué sont les technologies, que d'ailleurs on a appelées les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces technologies ont eu un impact sur le fonctionnement des médias et depuis quelques années on parle des réseaux sociaux. Je ne peux pas dire que ça a un impact, mais c'est vraiment l'impact principal, comme une forme de météorite qui serait tombée sur l'univers des médias. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir des représentants au très haut niveau de la régulation et de l'autorégulation. Nous allons donc essayer de revisiter ces deux structures pour voir comment les journalistes peuvent se comporter. À ma droite et à votre gauche, à vous, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Mbolisson. Bonsoir. Bonsoir, Willy Kalimay. Vous êtes le tout nouveau vice-président du CESAC. Ça fait évidemment, vous avez déjà été désigné il y a plus de 5 ans. Mais il y a à peine quelques semaines que vous avez été investi dans ces fonctions. Vous êtes avec Christian Bossembe, qui est le président de ce bureau. Merci donc d'être là. Merci. Journaliste, pas émérite, quand même talentueux. Vous avez un parcours dans les médias qui n'est plus à démontrer. J'espère que dans les fonctions du président du CESAC, vice-président du CESAC, vous allez mettre votre talent pour que les médias puissent fonctionner de manière judicieuse. Bienvenue donc à cette émission chez Mes Critiques. En face de vous, à ma gauche à moi, Monsieur Zegbia Wemboulou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Willy Kalimay. Vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est une structure de la profession créée depuis, en tout cas, des décennies. 1971. Voilà, des décennies. Donc, vous avez là une structure qui gère effectivement les statuts de journaliste. Pour être journaliste dans le pays, il faut obtenir la carte de presse et on l'obtient à l'INPC. Depuis un certain temps, beaucoup de gens font ce métier. Sont-ils vraiment des journalistes? Ça, vous le direz. Comment nous faisons pour faire face au dérapage énorme que nous constatons dans les médias? Comment nous faisons pour que ce travail des chevaliers
redevienne un travail noble, respecté, et que le journaliste ne soit pas ces soldats que l'on envoie faire des guerres dont il ne connaît pas les enjeux. Avec vous deux, nous allons donc discuter un tout petit peu pour pouvoir continuer. Alors, nous allons commencer d'abord par un rappel des fondamentaux. Monsieur Bruno Bolisson, dites-nous un peu le CESAC, c'est quoi? Quel est le cadre, les fonctions, les attributions du CESAC? Merci Willy Kalenga. Je salue tous les téléspectateurs de Géopolis qui vont nous suivre. Le CESAC, c'est un sigle, mais l'appellation complète, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est donc une institution publique, une institution d'appui à la démocratie dont la mission est de protéger et de promouvoir la liberté de la presse et de la communication, de veiller et de faire respecter les codes de déontologie et d'éthique dans la profession du journalisme et de la communication, mais aussi de faciliter et de garantir un accès équitable dans les médias publics et même privés, dans une certaine mesure, des organisations sociales et politiques. Il faut rappeler que le CESAC est né des cendres de la Haute Autorité des médias, qui était une institution de régulation des médias à l'époque du régime de la transition 1+4, consécutive au dialogue intercongolais de Sun City, dont l'accord global inclusif a été signé en décembre à Sun City en Afrique du Sud. Et donc, il y avait la mise en place de la Haute Autorité des médias. Mais à l'issue d'une expérience de 2 ou plutôt 3 ans de transition, l'on a constaté que la Haute Autorité des médias souffrait d'une forte influence politique, étant donné que sa composition était organisée par les forces politiques qui étaient en conflit au départ et qui se sont retrouvées en Afrique du Sud au dialogue, qui ont proposé qui un président, qui un vice-président, qui un rapporteur adjoint. Et ces forces politiques ont continué à se battre au sein de la Haute Autorité des médias. Et cela a dilué un peu la neutralité ou l'objectivité du travail que devait faire la Haute Autorité des médias. C'est donc à l'issue de ces années de mauvaises expériences que le Constitution de 2006 a mis en place, a d'abord rayé la quasi-totalité des institutions d'appui à la démocratie qui avaient de la transition, notamment Comité Vérité et Réconciliation, tout et tout. Et le Constitution n'a laissé survivre que 2 institutions d'appui à la démocratie, à savoir la CNI pour les élections et puis le CESAC pour la régulation du contenu médiatique. Et donc, le CESAC, c'est cette institution qui a l'autorité publique de réguler, c'est-à-dire d'améliorer, de policer le contenu, le contenu médiatique. Et donc, bien évidemment, vous l'avez dit à l'introduction, le CESAC travaille en synergie avec les autres organisations de la société et même de l'État, dont les membres ou les acteurs contribuent à la production médiatique, qui n'est pas une exclusivité pour les journalistes. Vous gardez encore la parole parce qu'il y a l'actualité récente, on ne peut pas passer sans en parler. Le CESAC, aujourd'hui même, vous avez pris une décision, celle en tout cas de débrancher, si je peux appeler ça comme ça, toutes les chaînes rwandaises qui émettent sur Canal Sat à partir de Kinshasa. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle décision? Le CESAC, à travers son assemblée plénière, qui est l'organe de décision, a pris cette décision dans une sorte de réplique à bout portant par rapport au comportement adopté par le gouvernement du Rwanda, qui a décidé, sans raison, sans avertir, de débrancher ou de brouiller les chaînes de télévision de la RDC qui étaient captées sur l'ensemble du territoire rwandais à travers le distributeur Canal+. Alors, c'est par réciprocité de prendre cette décision-là, qui n'est pas venue comme une décision prise par émotion, mais il y avait un rapport bien documenté des services de monitoring du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des consommateurs de produits, du contenu médiatique congolais qui se sont plaints, qui vivent au Rwanda, qui se sont plaints, qu'ils étaient ainsi débranchés sans raison. Alors, le CESAC a considéré que cela était grave
Canal Plus étant partenaire de CESAC, Canal Plus a signé un protocole d'accord de partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en tant que régulateur. Et il y a des clauses de ces protocoles d'accord qui ont été violées. Et l'Assemblée plénière du CESAC a estimé qu'il fallait répliquer. Donc ce n'est qu'une mesure conservatoire parce que, comme le dit la décision... J'ai lu, c'est 90 jours, je crois. 90 jours, mais nous suivons de très près le comportement du régulateur rwandais, qui est notre homologue de l'autre côté, et surtout de Canal+, qui est notre partenaire. Si ce comportement-là se répétait dans l'avenir, le CESAC peut prendre des mesures encore beaucoup plus dures. Voilà, nous comprenons que vous êtes déjà en opération, vous travaillez sur place. En face de vous, donc, il y a M. je le disais, M. Zegbia Ouemboulou, vous êtes secrétaire général, donc la deuxième personnalité de l'Union de la presse du Congo, le président Gabi Kouba, que nous saluons. Dites-nous, quelles sont finalement les attributions de l'Union nationale de la presse du Congo? Avec le temps, on finit par oublier les fondamentaux. À l'origine, c'est quoi? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que les attributions de l'Union nationale de la presse du Congo sont bien reprises, je pense, qu'à l'article 5 de nos statuts, qui disent qu'en fait, ils sont un peu plus nombreux. C'est juste qu'à M, mais je peux avoir à la volée. Déjà, on revient parce que nous sommes déjà l'autorité d'autorégulation. Nous nous occupons dans nos attributions de plaider pour les journalistes pour qu'ils aient l'accès à l'information, d'échanger avec les entreprises de presse pour qu'il y ait un salaire décent pour les journalistes et un peu plus loin, d'identifier les manquements du comportement des journalistes dans l'exercice de leur métier et d'en sanctionner justement le manquement. C'est un peu un certain nombre d'éléments qu'il y a. Vous êtes un syndicat donc? Syndicat, c'est trop dire, c'est vraiment l'organe d'autorégulation. Parce que quand il y a déjà les sanctions dedans, donc on n'est plus un syndicat, on est plutôt l'organe d'autorégulation. Parce qu'il y a des censures qui viennent après. Depuis ces derniers temps, on sent quand même que l'autorité de l'Union de la presse du Congo s'est beaucoup effritée. Il y a des journalistes qui disent qu'ils ne sont pas du tout membres de l'Union de la presse du Congo. Est-ce que ceci est prévu par les textes? Je pense que là, peut-on exercer dans ce pays, peut-on exercer la fonction de journaliste sans être passé par l'INPC? Au terme de l'ordonnance loi 81/012, je pense qu'à son article 4, il est dit que quiconque exerce les fonctions du journalisme en RDC est obligé d'être identifié par l'Union nationale de la presse du Congo. Même les étrangers qui viennent œuvrer sur le sol congolais doivent être identifiés. Être identifié veut dire obtenir leur carte. Et quand vous allez à l'article 5, il est dit que quiconque pratique ces métiers sans en avoir le droit, donc avoir le carte de prestation, est passible de sanctions sur au code pénal, livre 2, je pense. Voilà à peu près. Donc vous reconnaissez quand même que quand nous regardons simplement cet aspect-là, plus de la moitié des journalistes sont vraiment hors la loi. Là, c'est ce que vous avez dit et c'est ça la vérité, parce que celui qui exerce le métier du journalisme sans avoir cette carte, il est en usurpation des qualités passible de sanctions judiciaires. Nous allons évoluer dans ce débat et je crois que les téléspectateurs se rendent compte que l'enjeu est de taille. Alors, il y a quelques mois, il y a eu dans notre ville ici, mais pour le compte de la République, les États généraux de la presse, organisés évidemment avec le concours du ministère de la Communication et des Médias. Ces États généraux ont quand même eu le bonheur de recevoir les chefs de l'État. Et au cours d'une de ces prestations, je crois qu'il y en a eu deux, à l'ouverture et à la clôture, le chef de l'État a sorti un terme puissant qui va essayer de faire l'objet de notre discussion, parce qu'en réalité, nous venons de voir que ce n'est pas aussi simple. Nous allons suivre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans un extrait sur ce qu'il a dit le jour même où il clôturait les États généraux de la presse. En effet, l'essentiel a triomphé. La République démocratique du Congo a une nouvelle fois gagné, particulièrement au travers de la hauteur
et de la profondeur qui ont animé ces débats, mais aussi dans cet élan de transcendance et de patriotisme dont vous avez fait foi et pour lesquels je vous exprime au nom du peuple congolais toute ma gratitude. Vous devez, mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, ressentir en ce moment présent cette joie d'avoir ainsi contribué à poser votre pierre dans ce bel édifice Congo que nous voulons fièrement et résolument démocratique, mais qui ne peut effectivement l'être qu'avec une presse libre, professionnelle et responsable. Aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers en ce que vous avez accepté d'examiner avec rigueur et sans complaisance votre secteur dans une perspective non seulement de l'améliorer et de lui permettre de jouer ce rôle de quatrième pouvoir lui reconnu universellement, mais également d'atteindre les grandes attentes de notre peuple qui veut, par vous, relever le défi de l'information et du développement. Mesdames et messieurs, vous vous êtes présentés à ces assises en ayant, chacun d'entre vous, des préconceptions, une vision du monde et de la République démocratique du Congo distinctes les uns des autres. Au sortir de ces 3 jours de travaux, vous ressortez tous mutuellement enrichis de ces idées singulières pour le grand bonheur de tous. La lumière a donc jailli et j'émets ce vœu qu'elle puisse éclairer notre marche vers cet espace public assaini davantage, tolérant et empreint de cohésion. En effet, parmi les enseignements tirés de ces États généraux figure cette conclusion que de nombreux efforts demeurent à être consentis afin d'obtenir un environnement médiatique et communicationnel qui soit un facteur de promotion des valeurs que votre code d'éthique et votre déontologie recommandent par ailleurs. Ma joie est d'autant plus grande car de cette salubrité médiatique que j'évoquais de manière taquine, vous avez répondu par des recommandations que j'estime concrètes et faisables. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'effort visible pour une conscience renouvelée et désormais orientée vers la protection des valeurs sacro-saintes de la République. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que nous nous trouvons au carrefour d'un bouleversement majeur dans la vie de l'humanité au regard des défis qu'impose le changement climatique. Bien que notre pays se trouve, comme vous le savez, dans cette trame principale pour la formulation des réponses adéquates, il demeure que certaines de nos ambitions ou encore aspirations liées à ce phénomène soient encore à ce jour dépourvues de mécanismes ou encore rouages essentiels pour leur matérialisation, ce à notre plus grande dame. En effet, comment pourrions-nous faire jouer à la République démocratique du Congo son rôle de leadership de pays solution sans une presse engagée et mobilisée au niveau des enjeux actuels? Au sein de la commission chargée de la politique nationale et de la communication, vous avez démontré par le croisement de vos... Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à Chemin Critique, votre programme de chaque soir où nous discutons des questions qui nous amènent vers le rivage des solutions.
Vous venez de suivre avec moi M. Bruno Molisson, M. Zegbia, les chefs de l'État. Il parle d'un terme, il a même mis ça sous le ton de la taquinerie, mais en réalité, il était très sérieux. Il parle de la salubrité médiatique. La salubrité, vous voyez, c'est un mot qui renferme un contenu puissant. Le président parle de la salubrité médiatique et il vous regarde, vous, la régulation et l'autorégulation. Il vous regarde, vous, la régulation, parce qu'il s'est dit, certainement, vous avez ouvert la porte à beaucoup d'opérateurs qui ne devaient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui font ce métier, en tout cas ont ouvert des organes de presse, ont des télévisions, des radios, alors qu'ils ne devraient pas le faire. Le CESAC, qui est quand même l'organe de régulation, a laissé faire. En face, il y a l'INPC, où l'INPC a accordé des cartes à tout le monde, même aux personnes qui n'avaient pas qualité pour le faire, au point que l'on ressent une saleté, on ressent qu'il y a une pollution dans le secteur des médias. Alors, l'un d'entre vous, vous deux, vous allez essayer de réagir un peu par rapport à cela. Qu'en est-il de vos responsabilités par rapport à la salubrité dont parle le président? Monsieur Zegbia. Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalengai. Moi, je suis d'avis que, d'abord, le premier élément, c'est, je reviens sur la loi Carman. Au terme de la loi, quand vous prenez pratiquement l'article 2, je vais les lire in extenso, oui. Il est dit, par journaliste professionnel, il faut entendre celui qui s'avoue d'une manière régulière à la collecte, au traitement et à la diffusion des nouvelles ou des idées dans une ou plusieurs organes d'information et qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exercice de sa profession. Et il y a deux catégories, les journalistes attachés à une rédaction et autres. Quand on prend déjà cette définition-là, elle est un peu vague. Ça veut dire que tout le monde qui est dans une rédaction peut, indépendamment de sa formation, peut aller récolter les informations, les traiter, les diffuser. Mais aussi quand nous revenons justement à l'article 4, quand on dit tous ceux qui remplissent, voilà, non, l'article 3 plutôt, les personnes qui remplissent les conditions reprises à l'article 2 peuvent demander déjà la carte. Mais il y avait une restriction, je crois, à l'article 7, où il était dit, au terme d'un stage de 24 mois dans une rédaction, pour le journaliste ayant fait d'autres formations, ils peuvent demander cette fois-là une carte. Mais pendant ce moment d'exercice des métiers, dans les 24 mois, ils peuvent avoir une carte des stagiaires. Mais ceux qui ont fait une école de journalisme, ce délai de 24 mois est réduit à 12 mois. Mais aujourd'hui, si on lit seulement ces éléments-là, nous comprenons qu'on ne devient journaliste que dans une rédaction. Et non en sortant de l'école. Mais aujourd'hui, vous avez pratiquement des journalistes qui sortent des écoles de journalisme. Aussitôt ils sortent, ils deviennent patrons des médias. Alors que ce n'est pas dans une école de journalisme ou dans une université que l'on devient journaliste, mais plutôt dans une rédaction. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons des confrères peut-être qui ne comprennent pas ces éléments-là. Un journaliste peut ramener comme preuve une coupure des presses ou une émission qu'il a diffusée sur YouTube, je ne sais comment. Et quand il amène ces preuves-là, on lui donne la carte. Alors que, même dans la loi, il était dit, je crois que c'est l'article 8, la carte se donne au terme d'un concours qui devait être organisé par la commission de formation de l'UNPC. Vous comprenez? Monsieur le secrétaire général, parlons vrai, parlons court. Est-ce que l'INPC, dans l'état actuel, est à même de gérer les mutations qui sont intervenues dans ce métier? Est-ce que l'INPC n'est pas dépassé? Moi, je pense que l'UNPC n'est pas dépassé, mais c'est plutôt un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'institution. L'UNPC, aujourd'hui, moi, je reviens pratiquement dans les années 90, lors du multipartisme, lorsque Mobutu, au terme de son discours déjà du 24 avril, je pense, lorsqu'il a libéralisé la politique, mais il l'avait aussi fait pour la presse. Automatiquement, nous avions perdu ces pouvoirs-là de contraintes. Je me souviens qu'entre les années 81 et 90, si un journaliste est radié, il va se faire pendre. Il s'est dit qu'il est fini parce qu'il ne peut plus rien faire dans sa vie. Mais aujourd'hui, vous entendez qu'un journaliste est suspendu, radié, il s'est dit, je me fous de vous, je peux continuer. Il y a aussi le pouvoir public qui a contribué à l'affaiblissement de l'UNPC. Mais si jamais, aujourd'hui nous avons des mesures, par exemple, nous prenons des sanctions, mais il n'y a pas de mesures de contrainte.
On peut suspendre un journaliste, on dit qu'il ne pourrait pas passer à la télévision. Mais vous allez le voir passer demain. Quand vous allez interpeller le patron des presses, qui serait entre guillemets, parce que déjà le professeur Ekambo l'avait dit, derrière chaque média, il y a un politique, vous allez voir quelqu'un qui est ministre, je ne sais de quoi, qui vous rappellerait, dire, non, ben, écoutez, c'est ma chaîne, c'est monsieur, quand il fait son émission, ça me rapporte de l'argent, vous ne pouvez pas les suspendre comme cela. Vous n'avez pas de mesure de contrainte. C'est là les éléments qui font C'est comme ça que nous je sommes reviens affectés. pour vous dire, n'êtes-vous pas dépassé par les problèmes? Parce que ce que vous donnez là comme réponse prouve finalement qu'il faudrait peut-être revoir l'INPC sans pour autant jeter l'enfant vers l'eau de son bain. Mais est-ce que la structure, elle correspond vraiment au défi? Aujourd'hui, moi, je pense que le problème, ce n'est pas de l'UNPC. Nous sommes dans un état de droit où nous avons la réglementation qui est représentée par le gouvernement, donc le ministère de la Communication et Médias. Nous avons la régulation qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il nous faut une autorégulation. Et c'est entre les trois services qu'il y a des passerelles des pouvoirs qui fassent que quand l'un fait son travail, l'autre le fait et c'est ensemble que nous pouvons évoluer. Plutôt voir dans quelle mesure, parce que le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique, aussi au sortir du Congrès, je crois que c'est la recommandation 73 qui avait dit qu'il a fallu organiser le Congrès de l'Union nationale de la presse du Congo pour lui doter des nouveaux animateurs qui sont en mesure de refléter l'image de l'Union, aussi le remettre dans le budget de l'État. Et nous avons été aussi, déjà, il y a eu certains éléments dans lesquels il y aurait des passerelles entre l'UNPC et le ministère de la Justice, et aussi même la police, parce que chaque fois qu'il y aurait des sanctions qui devaient être suivies justement par la justice pour que leur mise en application soit efficace. Monsieur Mbolisson, toujours dans le domaine de la salubrité médiatique, vous vous êtes senti concerné parce que quand même des organes de presse de n'importe quelle manière, n'importe qui peut aujourd'hui avoir une télé et une radio et diffuser comme il veut. Il faut dire tout de suite que le CESAC reste respectueux des lois de la République. La loi organique qui organise le fonctionnement et les attributions du CESAC nous impose quelques limites. C'est-à-dire cette loi dit clairement que le domaine de la réglementation des infrastructures est réservé au gouvernement. Le CESAC s'occupe de la régulation du contenu. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, M. X veut exercer dans le domaine médiatique, il commence à toquer au niveau du gouvernement ministère. Les ministères lui donnent les conditionnalités, peut-être même les récépissés, et avant d'exercer, le monsieur est censé venir avoir l'avis de conformité du CESAC. Oui. Donc, pour prendre une image, c'est quelqu'un qui vient, qui achète une parcelle, on dit que voici votre parcelle, voici votre maison, mais avant d'occuper les chambres, la cuisine et tout, vous devez aller compléter un papier auprès d'un spécialiste du contenu, de l'intérieur, de la décoration intérieure. Mais le monsieur, s'il est désordonné, il peut se limiter au niveau de véranda, au niveau de la cour, il peut squatter, il peut faire tout, il peut ériger une salle de bain publique. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans la plupart des camps des organes de presse. Aujourd'hui, mon collègue Serge Kabongo, qui s'occupe d'un secteur important de la sous-commission technique, a élaboré un document qui chiffre à autour de 240 le nombre d'organes audiovisuels en République démocratique du Congo. Mais moins de 30% de ces organes ont l'avis de conformité du CESAC. Mais c'est comme l'a dit Zegbia tout à l'heure, vous allez gratter dedans, c'est un bourgmestre, c'est un vice-premier ministre, c'est un ministre, c'est un député, c'est un sénateur. Donc il y a une forte emprise des politiques sur la régulation, sur l'autorégulation d'abord, et même sur la régulation. Donc nous sommes paralysés par les politiques. Aujourd'hui, il faut un minimum de collaboration, un minimum de bon fonctionnement des passerelles de communication entre les gouvernements, l'institution de régulation et l'institution d'autorégulation pour effectivement arriver à désinfecter ces secteurs de médias, à arriver à opérer cette salubrité médiatique. Parce que pour que le président de la République parle de la salubrité médiatique, ça signifie qu'il y a une salubrité. Il y a une salubrité. L'insalubrité, la salubrité, c'est au-dessus même de l'assainissement. Oui. Donc, ça signifie qu'il y a des déchets qui circulent, des immondices toxiques. Et qui sont toxiques aujourd'hui, qui peuvent sortir. Nous allons demander finalement quand même
ministre de la Communication, toujours dans le cadre des États généraux, Patrick Mouyaya, qu'on ne peut pas soupçonner d'être parmi les gens qui cassent ces métiers parce qu'il en est le reflet et qu'il se bat pour que ça puisse changer. Les États généraux, c'est quand même aussi un effort qui, lui, a consenti. Suivons l'extrait du ministre et nous revenons avec mes deux invités. Mesdames et messieurs, le professionnel des médias, vous voici donc au terme de vos travaux. La pertinence des recommandations issues de vos cogitations sont la preuve que ces états généraux de la communication et des médias n'ont pas été des assises de plus, encore moins de trop. Soyez-en sincèrement remerciés. Ces happy end, comme disent les Anglais, ne sauraient être cependant une fin en soi. Elle laisse plutôt la place au véritable challenge, celui de l'après-États généraux. Car vos recommandations n'ont pas vocation à être rangées dans les tiroirs de mon cabinet, encore moins à être conservées dans vos différents documents et flash disques. C'est pourquoi il m'est primordial que la mise en place de l'organe chargé de la mise en œuvre de suivi et d'évaluation des différentes recommandations intervienne dans un bref délai. Dans cet ordre et très rapidement, je saisirai son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il m'autorise à créer par arrêté une commission qui sera chargée de suivre ces dossiers. La République démocratique du Congo a trop longtemps souffert du déficit d'information et de communication, ainsi que du brouillage de son image à l'international, pour que l'on traîne le pied quant à l'application des résolutions pertinentes du Centre catholique Nganda. Il va sans dire que le nouveau narratif sur notre cher et beau pays passe forcément par une politique nationale de communication claire, efficiente et par-dessus tout efficace. Qui veut aller loin ménage sa mentir, dit-on, avec la pile de recommandations qui vont des réformes du cadre légal à la définition de la politique nationale de communication, en passant par la question de la viabilité des médias. Vous avez tous les outils du redémarrage de votre secteur entre vos mains. D'ores et déjà, vous pouvez compter sur le gouvernement que dirige son Excellence le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour les nécessaires assainissement du paysage médiatique, que dis-je, communicationnel congolais. Voilà, le ministre Patrick Mouyaya avait déjà lancé des couleurs en parlant de la mise en place d'un comité de suivi. Je crois qu'il s'est déjà constitué et qu'il travaille. Maintenant, en ce qui concerne l'autorégulation, vous venez de le dire, pourquoi le congrès n'est pas encore organisé? Pourquoi jusqu'à ce jour il n'y a pas de congrès? Ça dépend de quoi? Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalengai. Je pense que l'organisation du congrès dépend de beaucoup de préalables, notamment parce que le congrès de l'UNPC, au terme de l'article 10 de notre statut, il est convoqué ou préalablement par le comité directeur, alors que l'Union est gérée au quotidien par le bureau exécutif. Il y a quelques jours, donc c'était du 19 au 21, nous avions organisé une réunion du comité directeur, au terme duquel il y a eu un certain nombre de recommandations. Il y en a eu pratiquement 8 recommandations et 9 résolutions que nous devrions mettre en pratique, dans lesquelles il y aurait cette lettre où on donne mandat au bureau exécutif de convoquer le congrès donc dès le premier trimestre de cette année. Dans l'entretemps, il y a les vice-présidents. Lors de cette réunion, le comité directeur a investi le vice-président de l'UNPC, de tous les pouvoirs du comité directeur pour mener les démarches que nous avions déjà commencé avec les ministres pour voir la fréquence de financement des travaux. Et les financements étaient répartis en 2 termes, notamment il y avait les partenaires qui devaient donner une partie, notamment le pré-congrès et puis le post-congrès. Maintenant, comme on a déjà fait le premier pas,
Dans quelques jours, nous allons organiser une réunion du comité préparatoire et au sorti de cette réunion du comité préparatoire, nous rentrons chez les ministres pour voir à quel moment est-ce qu'il y aura ces financements pour pouvoir convoquer dûment le congrès. Dites-moi un peu, M. le secrétaire général, il y a deux structures qui sont attachées à l'UNPC, notamment la commission de la carte et la commission des disciplines, qui semblent être autonomes, indépendantes et qui peuvent même écrire et prendre position à l'extérieur de l'UNPC. Est-ce que c'est autorisé par vos textes ou bien c'est toujours dans le chaos organisationnel dans lequel vous vivez? Ben, excusez-moi de me mettre avec, vous avez appelé ça le chaos organisationnel, non. Moi, je pense que c'est plutôt la mauvaise compréhension des textes de l'UNPC. Je vais prendre l'exemple de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. C'est un organe technique de l'UNPC attaché au secrétariat général. Lorsqu'il siège en plénière, il siège comme on l'appelle tribunal de pairs. Alors, pendant qu'il prend ses décisions, il est autonome. Il est autonome. On ne peut pas l'influencer. Voilà, c'est ça en fait. L'autonomie, c'est dans la prise des décisions et dans les fonctions, dans la prise des décisions et dans les délibérations. Ils sont autonomes. Et d'ailleurs, leurs décisions sont toujours entérinées par le président qui a contresigne avec le secrétaire général. Donc, les décisions du comité, de la commission des disciplines sont sanctionnées par un communiqué du président de l'UNPC contresigné avec le secrétaire général qui rend public. Donc la publicité des décisions de la commission des disciplines sont faites par le bureau exécutif. Donc ils peuvent jamais, alors jamais, adresser une lettre à l'extérieur de l'UNPC. Autant que fait régulièrement. Autant que la commission de la Vous n'avez pas la force de sanctionner. Malheureusement, le texte de l'UNPC ne donne pas le droit au président de sanctionner les commissions. Par contre, ce droit-là est donné à l'article 64 au comité directeur qui peut prendre des mesures à l'encontre des commissions pour préserver le bon fonctionnement de l'UNPC. C'est dans cet ordre que nous sommes. Au niveau du tribunal de paix, mais au niveau de la commission de la carte, vous avez pris une décision de suspendre la délivrance des cartes, mais la commission s'est réunie, elle a même montré un protocole, elle a même montré un spécimen de la nouvelle carte. Ils sont aussi autonomes, semble-t-il. Non, même pas. En fait, d'abord, vous devriez savoir que la carte, c'est un bien de l'UNPC. Ce n'est pas un bien d'une quelconque commission. La commission, attendez, l'article 7 même du statut dit ceci, il est installé au sein de l'UNPC une commission chargée de traiter les dossiers et de donner la carte d'identité professionnelle. C'est une image quand on dit donner la carte d'identité professionnelle. La carte n'est pas donnée par la commission, la carte est donnée au secrétariat général de l'UNPC. La commission s'occupe de traiter les dossiers et de voir si les dossiers sont valables. Au terme du traitement des dossiers, ils remettent au secrétariat général, qui est l'organe technique de l'UNPC, qui va passer à l'impression des cartes. Et les récipiendaires retireraient ces cartes au niveau du secrétariat général, qui a un bureau, en fait. Il a un secrétaire administratif, un secrétaire comptable, de tout ce bureau-là. Vous comprenez? Ce n'est pas une commission qui doit réunir, parce que déjà, dans l'organigramme de l'UNPC, aucune commission n'a un bureau permanent à l'UNPC, sauf le secrétariat général qui a un bureau. Même le président de l'UNPC n'a pas droit à un bureau. Seul le secrétaire général a droit à un bureau. Et évidemment, il y a eu à un moment donné un dédoublement du secrétaire général. Tout ça, ça fait pas bon ménage avec l'ordre. Un dédoublement du secrétaire général, ça, je l'ignore. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui réclamait même des émoluments du passé. Réclamer les émoluments. Là, vous avez raison. Écoutez, comme moi, par exemple. Vous êtes impayé depuis. Au terme de l'article 32, il est dit que. Non, c'est l'article, je passe clairement l'article 33 des statuts. Il est dit que seul le secrétaire général est rémunéré. Ça veut dire que pendant que j'exerce là, j'ai un salaire à la fin du mois. Quand je ne l'obtiens pas, au terme de mon mandat, je peux revenir le réclamer. Autant que mon prédécesseur revient pour réclamer son salaire, qui est un droit. Monsieur Brimoso, quand vous voyez quand même, nous sommes entre nous, on ne va pas se cacher les choses, vous voyez quand même qu'il y a des peines pour l'INPC de fonctionner de manière optimale. Est-ce que ceci a une influence sur la régulation? Absolument. Il faut considérer, Willy Kalengay, que
dans la composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, sur les 15 membres qui sont des hauts conseillers de la République au CESAC, il y a 2 membres qui viennent de l'Union nationale de la presse du Congo. Ça dit que c'est un partenaire très efficace et très solide. Le secrétaire général l'a dit, l'INPC va totaliser 52 ans. Or, le gros de la production médiatique est assuré par des membres de l'UNPC. Alors, s'il y a une sorte d'indiscipline à l'interne, ça a un impact négatif direct sur le travail et ça augmente même le volume du travail des régulateurs que nous sommes. Alors, les gens doivent savoir que l'INPC, c'est comme comme on dit, un jugement, un tribunal de pairs, c'est comme un jugement d'une conscience interne. Mais au-delà, à part l'INPC ou au-delà de l'INPC, il y a l'autorité publique. La régulation, c'est l'autorité publique. Aujourd'hui, c'est vrai, il nous est facile d'accuser les politiques qu'ils ont une forte influence sur le travail de la presse, mais la presse elle-même ne sait pas vendre sa propre image. Les journalistes, c'est que la plupart des journalistes semblent ignorer, c'est que quand l'INPC est faible, c'est toute la profession qui est salie et c'est toute la profession qui est affaiblie. Il ne faut pas voir l'INPC comme une organisation tierce, une organisation des autres, du secrétaire général de l'INPC, de la commission de discipline de la carte ou du président de l'INPC, qu'on peut tirer sur la boue à longueur de journée, mais en tirant les animateurs de l'INPC dans la boue, vous contribuez vous-même à l'affaissement de la qualité de votre profession. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Malheureusement, les politiques en profitent et ils ne peuvent jamais aider l'APSA. Ne nous voyons pas la face. Nous sommes régulateurs aujourd'hui, mais hier, nous étions professionnels des médias. Donc, les politiques n'aimeront jamais, qu'il y ait une presse responsable, libre, parce qu'une presse irresponsable, une presse désorganisée coûte moins cher pour les politiques. Et ils en profitent. Et d'ailleurs, nous allons voir ce qu'en pense la population, parce que nous travaillons, nous agissons, nous publions des éléments, nous nous chamaillons sur la place publique sans tenir compte de l'image que ça donne dans l'opinion, mais l'opinion elle-même finit par se faire une idée de ce qu'est la presse. Nous allons suivre quelques éléments que nous avons tirés d'un micro-baladeur. Bon, la presse congolaise n'a pas l'image qu'il faut. On a constaté qu'il y a trop de sentiments. Ils ne donnent pas convenablement les informations comme il faut, par sentiment, de tendance et tout ça. La population est sous-informée. Très souvent même les débats qui se passent à la télévision. Beaucoup de gens suivent, ils ont besoin d'être informés. Mais ce sont des débats qui terminent toujours en quête de poisson, sans conclusion. Et vous sentez qu'il y a des tiraillements, les gens se tiraillent et consolent. Ce qu'il y a, la presse congolaise doit restaurer l'histoire du pays. Ça fait 62 ans aujourd'hui, 63 ans aujourd'hui depuis que nous sommes indépendants. Il y a au moins 4 générations. Et ces générations qui sont nées après l'indépendance, après tout ce qui se passe, ils ont besoin de l'information. Mais la presse ne fait pas son travail pour moi. L'organe qui contrôle la presse doit savoir sanctionner. Restaurer des lois, c'est tout. Si vous allez à côté, ce n'est pas plus qu'on a donné la liberté d'expression. Beaucoup commencent à confondre la liberté d'expression au libertinage. Le sentiment de dire n'importe quoi, d'injurier le président, de critiquer le gouvernement, sans une argumentation conséquente. Effectivement, l'image de la presse congolaise, ces derniers temps, moi je trouve, à un certain moment, ça prenait quand même de l'ascenseur et ça pouvait monter par rapport aux dispositions qui ont été prises par les autorités du pays. Malheureusement, on voit aujourd'hui que cette image est en train encore de s'éternir par rapport parfois au comportement de nos autorités, au comportement de la population et au comportement des hommes des médias eux-mêmes. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la presse est en train de patauger. La presse est en train de patauger, malgré qu'ils font un grand travail, mais ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Vous savez, il y a certaines chaînes privées
où les journalistes sont vraiment maltraités. Excusez-moi le terme. Les journalistes sont maltraités, ils travaillent sans salaire, sans encouragement, tout ça. Ça fait que notre presse n'ait pas vraiment de la valeur qu'il fallait. Le ministre du Média, Patrick Mouyaya, l'avait souligné autrefois. Il faudrait prendre toutes les mesures là qu'on avait prises autrefois, là, les mettre en pratique et la presse aura sa place. Bon, actuellement, la presse de notre pays n'a pas assez de la liberté. Aujourd'hui, le gouvernement doit faire quelque chose pour notre presse. Vraiment, tout le monde a que la presse devient pour Nabatou. Au lieu que la presse soit pour la population, au lieu que la presse soit pour une nation. Mais aujourd'hui, là, nous voyons que la presse devient pour des politiciens. Quelque part, vous allez voir que au lieu que la presse vient donc, et puis après sa information, le lingue sengeli, donc c'était parce qu'il est de telle partie, il est de telle partie, il est de telle personne, parce qu'il dépend d'une institution, donc il y a un beau cas, donc c'est ça un peu. Premièrement, d'abord, c'est l'État et nous, la population. Ce que nous devons faire d'abord, j'adresse maintenant au peuple congolais, bisogno sobagen, phototer les mélas pour que la presse est donc indépendante. Voilà, vous venez de suivre les cris d'alarme, les cris de la population, la presse non indépendante, trop partisane, parfois même dans des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Alors, nous allons essayer, nous allons vers la fin de cette émission. Je voudrais construire avec vous quel est le chemin critique. Comment nous faisons pour réaliser, pour sortir de ces défis, au niveau d'abord des journalistes et puis au niveau des organes de presse. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les voies de sortie? Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalengai. Avant de répondre à cette question, je vais vous donner une image. Nous nous sommes retrouvés avec l'ancien président, l'honorable Elvis Mutiri Abachara. Pendant les échanges, il m'a dit, vers les années 87, ils se sont retrouvés avec l'ancien président Mobutu, paix à son âme, qui leur disait, vous savez, parce qu'il recevait généralement tous les mois, au moins une fois, les journalistes, il dit, aujourd'hui, si l'État zaïrois tombe en faillite et qu'il me reste 10 francs, 10 zaïrs, à qui pensez-vous que je peux donner cet argent? Il y avait des gens qui... Chacun avait répondu au ministère des Finances. Le Mobutu répond, non, moi je le donnerai aux journalistes. Vous savez pourquoi? Parce que le journaliste saurait pourquoi il est resté dans la caisse de l'État seulement 10 zaïrs. Et il pourra convaincre la population à le comprendre. Vous comprenez l'image que Mobutu avait du journaliste. Aujourd'hui, c'est quoi l'image du journaliste? Je reviens encore vers les années. L'ancien président Kitutu me dit, une fois, il va dans une entreprise pour rencontrer un PDG. À l'époque, il n'était que reporter entre les années 82 et 83. Lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée de l'entreprise, le PDG commence à trembler, il appelle tout son personnel avant de recevoir les journalistes. Qu'est-ce qui se passe? Bossalinini. Alors, au bout de 30 minutes, le PDG appelle finalement Kitutu pour lui parler. Voilà, non, je suis juste venu pour une interview, voilà tel nombre de questions. Et enfin, le PDG s'est calmé. Mais aujourd'hui, quand un journaliste va vous rencontrer un PDG, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle son chargé de communication, mini chargé de presse. Ah, appelle ça Motanzala, on a $100 à Kende. Dites-lui que je suis occupé. C'est ça en fait l'image qu'on a. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous devons réussir à organiser ces métiers. D'abord, faire un état des lieux, c'est ce que nous avons dû faire pendant les états généraux. Il y a eu des éléments sur lesquels nous nous sommes basés pour pouvoir réformer les textes et le l'UNPC, parce que le congrès que nous avons demandé, que les états généraux ont demandé à l'UNPC de convoquer, c'est d'adapter les textes normatifs de l'UNPC aux exigences ou aux recommandations des états généraux de la presse et de la communication. Nous y travaillons déjà. Quand nous terminerons, c'est alors que le comité préparatoire présentera ces textes-là. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Aujourd'hui, ce que j'avais dit tout à l'heure là, déjà avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on a commencé. Parce qu'avant que le bureau Molisson n'entre ou le bureau Bossembe n'entre, nous avons déjà eu 2 réunions avec le bureau Tito Ndombi, où
il y a une passerelle de communication. On a fait même la dernière communication, nous l'avons faite le 27 octobre de l'année dernière. Et avec l'actuel bureau, nous avons eu le premier contact déjà où on a échangé sur les bases qu'on a mises. Et on va déterminer la périodicité de ces rencontres-là entre nous. Donc le congrès est essentiel dans la réforme, la réforme même de la presse. profession. Okay. Parce qu'à un certain moment, cher collègue Willy, nous ne pouvons pas accepter, quand vous lisez déjà ces lettres de déontologie qui est d'ailleurs de 2005, il est interdit à un journaliste de s'identifier dans une publicité ou à un politique. Mais vous voyez un journaliste passer à la télé dire, moi je suis journaliste, mais je suis pro. Tel, je suis juste mais engagé, aussitôt qu'un journaliste s'est dit, je suis journaliste ou pro tel, mais la commission des disciplines doit l'interpeller et le sanctionner, lui retirer la carte. Parce qu'on ne peut pas œuvrer tout en ayant une étiquette politique. On ne peut pas. Alors, M. Mbolisson, comment nous faisons au moins pour l'UNPC, c'est clair, la réforme va passer par le Congrès pour qu'on arrive à identifier l'ensemble des enjeux à soulever. Et vous, à votre niveau? Au début de l'émission, j'ai fait un résumé des articles combinés, 212 de la Constitution, 8 de la loi organique sur les CESAC et 10 du règlement intérieur de la même organisation. J'ai résumé les missions essentielles du CESAC. C'est protéger, assurer la liberté, l'exercice de la liberté de la presse. C'est garantir l'accès équitable de toutes les organisations politiques, sociales dans les médias publics et même privés, mais aussi veiller, faire respecter l'observance du code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias. Il est vrai, le CESAC a des pouvoirs beaucoup plus étendus qui vont au-delà des journalistes, parce qu'il y a des politiques, d'autres leaders d'opinion. Par exemple, aujourd'hui, si un médecin interniste commence à faire passer des messages à la télévision comme quoi il faut éliminer les Bakongos parce qu'ils sont dangereux pour la stabilité du pays, c'est ça, on ne va pas dire que non, ça c'est un médecin, on ne s'occupe pas de non. Il participe à la production médiatique et le contenu intéresse les CESAC doit sanctionner. Mais le CESAC d'aujourd'hui, le nouveau comité est venu avec une approche exemplariste, une approche avant-gardiste et une approche participative. C'est-à-dire que nous ne voyons pas le CESAC comme une structure de flagellation des professionnels des médias, mais c'est une structure qui va accompagner dans la sensibilisation et maintenant dans la coproduction d'un contenu médiatique constructif, comme vous l'avez dit à l'introduction. Est-ce que le CESAC vous allez continuer, a un regard sur les contenus de réseaux sociaux? Absolument. Il est vrai que la loi, de manière explicite, parce qu'il faut dire que la loi de 2011 a été élaborée dans des conditions où les réseaux sociaux n'étaient pas une forte réalité sociale comme aujourd'hui. Mais je crois qu'il projet de loi. Il y a un projet de loi qui est en chantier et il y a des directives qui sont en élaboration. Vous savez que les directives sont des compléments législatifs à l'absence de la loi et les directives sont toujours censurées par la Cour constitutionnelle qui atteste de leur conformité à la Constitution avant d'entrer en application. Et donc, le CESAC suit de très près le développement des médias sociaux et le CESAC va publier dans les tout prochains jours une directive dans ce sens-là. Alors, ce que les gens doivent retenir, c'est que dans cette approche-là d'accompagner le développement des médias, parce que le CESAC n'a pas seulement comme mission de censurer, de flageller les professionnels, les impétrats des médias, mais aussi de participer, de contribuer au développement. Nous considérons que l'aide publique indirecte et directe à la presse doit être institutionnalisée et nous sommes en train de militer pour qu'elle soit alignée dans le budget de l'État. Nous allons faire en sorte que la campagne électorale ne soit pas un moment où les gens se déchirent, mais ça soit un rendez-vous politique, une fête politique de consultation nationale. C'est pour cette raison que nous avons lancé les relais des messages des candidats présidents de la République sur les 145 territoires et les principales villes. Mais nous avons également continué à sensibiliser les professionnels des médias sur la maîtrise de l'arsenal juridique qui organise la profession de la presse en République démocratique du Congo, le code d'éthique et la loi organique sur les CESAC, le code pénal, le règlement intérieur du CESAC et toutes les directives. Tout ça pour essayer un peu de remonter les niveaux et les capacités opérationnelles des médias et des professionnels des médias qui, aujourd'hui,
sont très sollicités par les opérateurs politiques et il y a un risque que si les journalistes eux-mêmes, les professionnels de médias eux-mêmes ne prennent pas conscience, demain ou après-demain, on risque d'entonner des requiem sur ces métiers pourtant nobles. Merci beaucoup. Je comprends que je peux garder espoir. Au début de cette émission, j'étais un peu triste en me disant, mais cette presse n'est-elle pas en train d'aller à son enterrement? Mais je pense que à vous entendre parler, à vous suivre ce soir, il y a encore de l'espoir. On peut atteindre cette salubrité médiatique, d'abord en travaillant sur la réforme avec les congrès et surtout en remettant au cœur de notre dispositif l'autorisation, le préalable à l'obtention de la carte de presse pour exercer ce métier. Les avocats le font, les médecins le font. Pourquoi nous, n'importe qui, n'importe quel kidam peut devenir journaliste parce qu'il l'a décrété dans sa chambre? Je crois qu'il faut renforcer ces dispositifs et que l'ensemble des journalistes qui estiment qu'ils sont suffisamment indépendants pour se passer de l'autorégulation, ils doivent chercher un autre travail et nous ne laisserons pas ce métier que nous aimons, pour lequel nous avons consacré autant d'années de notre vie, aller entre les mains de ceux qui ne le respectent pas. Je crois que c'est un serment que nous faisons au niveau de notre profession, au niveau du CESAC. Nous allons vous encourager, vous suivre pour que ceci soit vraiment une réalité et que les médias, les contenus des médias reflètent notre vocation de puissance en tant que pays. Nous ne pouvons pas être les derniers de cette planète si les médias ne le font pas. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre présence ici. Et surtout, je voudrais remercier aussi les deux présidents qui ont, Christian Bossembe et Gabi Kouba, qui ont accepté que leurs collaborateurs les plus proches viennent discuter avec moi ce soir. Merci donc aux amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Cette émission vous sera rediffusée demain et sur notre plateforme numérique. En tout cas, j'ai été heureux, surtout, de recevoir deux journalistes talentueux, Bruno Bolisson, aujourd'hui président nombre d'institutions. Vice-président. Vice-président, bien sûr, et M. Zegbia Mboulou, que je découvre avec beaucoup de joie. Il va certainement s'habituer maintenant à la télé. Merci beaucoup. Parce que nous allons beaucoup l'inviter. C'est donc fini Chemin Critique ce soir. Je vous souhaite de rester sur Géopolis Télévision parce que ce soir, on a un programme encore plus alléchant qui vous sera réservé pour vous. Au revoir, à la prochaine.